Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, voyons ensemble aujourd'hui les émotions génératrices de maladies. Dans ma pratique quotidienne, j'allais dire, d'accompagnante, que ce soit en cabinet ou dans mes processus plus longs de stage comme métamorphose ou des constellations familiales, je vois à l'œuvre l'impact des émotions, des ressentis niés, réprimés, qui sont relégués dans un espace sourd, sombre, pour ne plus être entendus, comme si le simple fait de se dire « je ne veux plus penser à ça » suffisait pour tenir éloigné les dommages qui en découlent. Alors, je pense que c'est un sujet qui reste toujours d'actualité. Beaucoup de choses ont été déjà écrites et dites. Néanmoins, j'avais envie de vous confier certaines choses qui, vous le verrez, peuvent peut-être vous aider ou aider quelqu'un à côté de vous. Pour moi, il y a le vécu, bien entendu. Le vécu tel que je le regarde aujourd'hui, c'est-à-dire un vécu qui a pu être le vécu d'une autre dimension, d'une autre vie antérieure, et qui vient avoir son importance ici, puisque c'est un corollaire des choix que nous faisons dans notre mission d'âme. Il y a le vécu de nos ancêtres, et donc on peut monter jusqu'à 5 ou 7 générations au-dessus pour voir un impact dans cette vie-ci. Il y a la vie périnatale avec tout le vécu de cet espace autour de la naissance qui est fondamental et qui forge aussi, programme un chemin. Et bien entendu, il y a la voie épigénétique. Donc, je vous ferai une émission vraiment de manière un peu plus détaillée pour vous parler de ces 4 voies et de la généabiographie dont j'ai décidé de déposer un petit peu les contenus en termes de droit d'auteur pour que ce ne soit pas galvaudé, j'allais dire, qu'on ne déforme pas mes propos ni mon idée, en tout cas ce que j'ai pu comprendre au fil de mes années d'accompagnante. Alors, pour moi, il y a ce vécu, il y a le ressenti du vécu, et bien entendu, il y a le déclenchement d'une émotion. Et ces émotions, en fait, si elles ne sont pas exprimées, elles prennent un autre chemin, beaucoup plus sournois, mais qui viendra un jour éclairer notre chemin, pas forcément de la manière la plus douce possible, parce que ce sera par une maladie. Tout le monde n'est pas égal devant cet état de fait, et il est certain qu'il y a des personnes qui vont métaboliser, c'est-à-dire qui vont exprimer par un symptôme, une maladie, tout ce mal-être, encore une fois, sur une de ces voies ou plusieurs. Certains, ce pourra être une maladie plus psychique, d'autres, ce pourra être une addiction qui se met en place et socialement très bien accepté comme le sport par exemple, ou le travail. Voilà, hein, deux voies qui sont très respectables et respectées dans notre société, sont beaucoup mieux vues que quelqu'un qui mange trop ou qui boit trop, hein, vous conviendrez avec moi. Pour autant, ça cache aussi des choses. Voilà. Alors, tout le monde n'est pas égal, voilà. Il y a des êtres qui vont posséder une certaine force intérieure, peut-être il y a un capital, je remarque, de résilience au départ, qui fait la différence. Il y a des êtres qui savent prendre du recul et se redéfinir, qui font la part des choses, sur qui le stress, le surstress même, dû à la répression émotionnelle, n'aura pas d'impact et ne générera pas forcément de maladie. Ça se mettra, ça se montrera dans la vie en fait sous d'autres formes,
hein. Donc je vous ai parlé de l'addiction, mais ça peut être aussi une répétition de scénario. Voilà, ok. Donc je pense qu'il y a une question d'évolution, bien sûr de résilience, mais je pense que chacun doit apprendre néanmoins, comme on pourrait l'apprendre à chaque enfant à l'école, plutôt que d'apprendre encore, je le dis souvent, par exemple, je ne sais pas, la longueur du Rhône ou du Rhin, qui ne nous sert à rien du tout dans la vie, hein, je ne crois pas. En tout cas, moi, ça ne m'a jamais servi à rien. Donc, j'aurais préféré apprendre les émotions primaires, les sentiments, savoir faire la différence, apprendre un peu plus de la nature, comme on peut le faire, l'école dans la nature dans certains pays scandinaves, par exemple, hein, et qui permettent à l'enfant de connaître très tôt les essences d'arbres, de fleurs, plutôt que des éléments qui ne vont pas lui servir sur son chemin de vie. Mais c'est en train de bouger. La méditation arrive à l'école, le yoga arrive à l'école, la philosophie arrive à l'école aujourd'hui. Donc il y a des alternatives en matière d'éducation aussi qui sont vraiment très chouettes. Donc ça bouge, ok? Mais nous avons encore à faire avec des choses que nous avons en nous de par notre chemin transgénérationnel. Alors, il y a aussi, je remarque des altérations au niveau parfois du caractère, de la personnalité, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens, je pense au profil des passifs agressifs, par exemple, toutes ces personnalités qu'on qualifie de perverses narcissiques, ok, mais au départ, il y a des problématiques à déceler, hein, voilà, et qui vont induire des faiblesses, bien entendu, psychologiques ou psycho-émotionnelles, avec des conséquences qui seront un jour peut-être physiologiques. Il y a aussi du psychique, bien entendu. Il y a des faiblesses qu'on peut qualifier d'anémiques, c'est-à-dire qui viennent de l'âme, et donc qui vont se traduire par un manque d'activité, de volonté, d'action, parce que on ne sait pas ce qu'on fait ici. Ça peut être aussi une problématique d'incarnation, hein, voilà. Des souffrances psychiques qui vont engendrer à terme des souffrances physiques. Donc on comprend que toute problématique, en fait, à quelque niveau que ce soit, implique une douleur. Et les souffrances, elles vont être provoquées par la non-concrétisation, la non-réalisation de nos besoins fondamentaux lorsqu'ils ne sont pas satisfaits. Voilà. De la même manière que en communication, si mon besoin n'est pas entendu, eh bien on va cheminer vers du conflit, d'incompréhension. Et les souffrances, elles sont issues de difficultés à gérer la plupart du temps, et encore gérer, c'est pas un mot que j'affectionne, de ne pas accueillir, à comprendre dans nos émotions. Je pense par exemple le cas où un individu X va pouvoir extérioriser sa souffrance et faire un chemin dessus pour l'introspecter. Mais je pense que de tous les cas de figure, le mieux c'est encore de vous donner des exemples de ce que je remarque le plus, hein, donc les processus d'état d'être en fait qui peuvent engendrer des désordres émotionnels qui aboutissent eux-mêmes à des pathologies. Alors, il y a vraiment quelque chose de très très récurrent, c'est le mal de vivre. On a une figure emblématique en France que nous connaissons tous, c'est notre chanteur Renaud, qui, à de multiples reprises, a exprimé « j'ai mal à la vie ». Et en fait, typiquement, le mal de vivre est ce qui l'étreint depuis toujours. Ce qui a aussi, en plus de sa programmation généalogique, karmique, etc., mais sur le plan épigénétique, la manière dont il s'est construit en tant que personnage, on voit bien tout son déroulé, les textes de ses chansons, sa posture un peu rebelle, et bien sûr, donc le mal de vivre. Il y a aussi la culpabilité.
qu'est-ce que je vois comme personne avec ce sentiment qui les étreint, qui les ronge véritablement. La peur, bien entendu, la colère, qui pour moi, et je travaille avec depuis des années, j'organise même des stages de libération émotionnelle de ces deux émotions toxiques, parce qu'elles génèrent des maladies qui sont des maladies les plus dévorantes pour le corps. Voilà. Là aussi, un des exemples les plus prégnants, c'est Bernard Tapie. Voilà. Personnage, on aime ou on n'aime pas, mais la manière dont il a vécu certaines choses, sans jamais exprimer réellement ce qu'il ressentait, parce qu'il ne voulait pas, il était trop fier pour ça, et en fait, ça l'a rongé de l'intérieur, et ce qui l'a rongé, vous voyez bien, c'est la colère, et en fait, il y a eu aussi une part de honte, parce que ce qui a été touché chez lui, c'est l'estomac et c'est le péritoine. Voilà. Alors, tous ces... Donc, je vous ai parlé du mal de vivre, la culpabilité, la peur, la colère et la honte. Voilà. Franchement, tous ces aspects-là représentent une grande majorité des causes de maladies courantes aujourd'hui. Alors, si on vient sur le mal de vivre, par exemple, alors en cause, eh bien, nous trouverons un enfant qui s'est senti très souvent ignoré, abandonné. Et quand je dis abandonné, c'est-à-dire sans présence effective dans le lien qui construit un être, ou qui grandit dans un climat de querelle, de violence permanente. Un enfant qui a pu manquer de tendresse, d'affection. Donc là, on aura tendance, sous le mal de vivre, à s'étourdir dans une activité débordante, dans du jeu, dans du travail, une passion dévorante. Donc ça peut être beaucoup d'artistes ont le mal de vivre, voilà. On le remarque aisément et il y a beaucoup de noms célèbres qui peuvent nous le montrer. Alors on trouvera dans les attitudes la séduction, avec donc un besoin d'être regardé. Donc quand je vous dis les artistes, voilà aussi, il y a quand même beaucoup ça. On peut trouver des gens qui vont aller sur le plan corporel vers la maigreur ou l'obésité, l'originalité, être original, beaucoup de tatouages, beaucoup de marques singulières, mais ils peuvent aussi aller du côté de l'aide aux autres, pratiquer un métier où on est reconnu, avoir une attitude de charmeur, de rebelle, une attitude d'isolement, ou une attitude qui va susciter la compassion ou l'exclusion. Voilà. On peut voir aussi dans ces profils la fuite de la réalité, du quotidien, pour aller comme dans un monde parallèle, imaginaire, qui peut être euphorique, clos. On pense à Pierre Palmade plus récemment, voilà, moi qui étudie beaucoup les profils, c'est intéressant de voir un petit peu tout ça. Mais ça représente une porte de sortie, comme parfois l'autisme, la psychose, la névrose, la toxicomanie, la maladie d'Alzheimer, etc. Voilà, qui sont des portes de sortie d'un univers. D'ailleurs, Alzheimer, c'est vraiment la maladie de l'oubli. C'est l'excellent moyen d'oublier quelque chose que émotionnellement je n'ai pas pu traverser. Je n'ai pas pu le métaboliser. Il y a aussi dans le mal de vivre l'abandon du combat dans la souffrance qui va entraîner vers la dépression, le suicide. Voilà. Il peut y avoir l'autodestruction progressive parce que il peut se cacher aussi la culpabilité de vivre. Alors, on peut voir de l'anorexie, de la boulimie, des maladies dégénératives telles qu'une sclérose en plaques. On peut voir un lupus, on peut voir Parkinson, etc., une dystrophie musculaire, etc. Il y a tellement de possibilités. Voilà. Dans la vie antérieure ou dans les vies antérieures, eh bien, c'est évident qu'on trouvera des choses. Il y a dans le monde périnatal la vie fœtale, donc toute l'importance de ce qui a été transmis durant ces 9 mois in utero, puisque la symbiose est telle que la mémoire
elle est intimement liée au vécu ressenti de la maman. Donc les conditions de la naissance autour du projet ou pas de projet, les conditions de l'accouchement en lui-même, hein, dans les mémoires du passage, et donc du coup qui peuvent être très violentes et emprunter l'enfant pour la vie. Toutes les conditions de l'enfance, évidemment, aussi, dans le mal de vivre. Donc, comment on regarde en fait le mal de vivre? En fait, il faut essayer de retrouver l'événement d'origine. Moi, dans le mal de vivre, j'essaye de faire faire un chemin d'introspection, j'allais dire, de plusieurs voies. C'est-à-dire, on peut regarder à partir donc de la date de naissance pour aller sur la mission d'âme d'abord. Pourquoi je suis venue? Qu'est-ce que je viens faire? Mon prénom, décodage du prénom aussi, c'est très très important. Quel est le deuxième prénom que je porte? Voilà. Ensuite, il y a mon projet de naissance et puis mes 12 premières années. Dans un premier temps, je vais regarder ces éléments-là en prenant en considération, bien sûr, les parents, les grands-parents, pour commencer. Si je détecte des choses qui m'alertent dans mon profilage, eh bien, on peut aller beaucoup plus loin et de manière à trouver des angles de répétition, que ce soit sous l'angle du symptôme, sous l'angle émotionnel, dans le vécu et la similitude des vécus, etc. De manière à comprendre et donner du sens à ce que je vis ou à ce que je souffre. Voilà. Donc, on retrouve l'événement d'origine. L'idée, c'est de transmuter la compréhension de cet événement, de l'accepter et de le faire sien. Je dis souvent dans mon processus, mon Odyssée métamorphose, il y a vraiment ce processus de 7 mois, il est tourné vers s'accueillir, se révéler, se consacrer, et au travers ces 3 préceptes qui sont liés vraiment à la métamorphose du soi, il y a l'idée d'accueillir, d'accepter, de transmuter, toujours. Donc, je dégage la partie souffrante, en fait, pour venir retrouver, rechercher l'amour et la tendresse. Que je suis. Notre âme, par essence, elle est lumière et amour, elle est paix. Donc, à cet endroit, tout est parfait. Et c'est vers cela qu'il faut tendre. C'est pour ça que le développement de la vie spirituelle, c'est-à-dire tout ce qui nous fait donner du sens au pourquoi nous sommes ici, sentir relié à tout ce qui vit, les animaux, les fleurs, les arbres, les océans, enfin, fait tellement sens pour nous et nous permet de nous éloigner de toute forme de jugement, donc de nous alléger émotionnellement. Voilà. Donc on se donne le droit de vivre. Quand on a le mal de vivre, il faut venir reconquérir ce sentiment profond de la vie qui circule en soi, du bonheur. Et qu'est-ce que c'est? Le redéfinir, parce qu'il y a souvent tout à définir puisque la programmation est totalement fausse. On pose un regard sur soi et on ne dépend plus du regard de l'autre et on vient doucement savourer chaque instant de la vie. Donc c'est vraiment un chemin d'introspection très important là. Hein. Ensuite, on a le sentiment de culpabilité. Donc là, la culpabilité, souvent, elle va être liée au système éducatif, là où l'individu grandit. Donc ça peut être un milieu religieux où beaucoup de culpabilités sont incluses dans les croyances, dans le dogme et la religion, bien sûr. Ça peut être tout simplement le milieu familial avec des conceptions parentales négatives sur la vie, des conditions difficiles de vie avec les parents, des comparaisons avec les frères ou les sœurs, etc. Ça peut être le milieu scolaire avec un système éducatif stressant, avec des sentiments de honte à répétition devant un échec, une incapacité. Je vois beaucoup de personnes qui n'étaient pas détectées dans des profils 10 par exemple, dyscalculiques, dysorthographiques, etc. Et en fait, et ces enfants-là, n'étant pas détectés avec une problématique qui est aujourd'hui reconnue et accompagnée à l'école, eh bien, soit avaient un bonnet d'âne pour nos grands-parents, soit pour nos parents, étaient laissés de côté ou étaient punis parce que qualifiés de cancres.
Voilà. Donc, et ça, ça donne aussi certaines mémoires, bien entendu, qui se transfèrent. Les punitions, les comparaisons de résultats avec d'autres, etc. Donc, après, tout dépend de l'histoire de la personne, toujours. Les principales culpabilités, culpabilité d'avoir causé la souffrance d'une autre personne, de ses choix, de son existence propre, la culpabilité d'avoir causé la mort d'une personne, y compris par accident, ou pour un avortement par exemple aussi. Voilà, on peut rester après avoir dû vivre un avortement, que ce soit consenti ou extorqué, encore une fois, c'est cette mémoire de culpabilité qui persiste. La culpabilité d'avoir déçu quelqu'un qu'on aime, d'un être cher, par sa naissance proprement dite, c'est-à-dire, mon père attendait un garçon, je suis une fille, et je vois bien que c'est pas ce qu'il attendait. Je suis par exemple un enfant issu d'une grossesse qui n'était pas désirée, mais pour autant j'ai été accueillie. C'était une surprise, pas forcément un accident. Par les choix que l'individu fait dans sa vie, son lieu de vie, le type de mariage, la nationalité, etc. Les tromperies, les mensonges, la culpabilité de n'avoir rien pu faire pour aider quelqu'un, donc ce qui donne un sentiment d'impuissance dans la souffrance de l'autre, la mort, le suicide, les violences subies, la dégradation de la santé, la culpabilité aussi d'avoir reçu plus que quelqu'un d'autre, voilà, la culpabilité de survivre à quelqu'un dans un accident, il y a d'avoir dit et de s'être positionné d'une certaine manière et d'avoir eu tort de le faire. Enfin, vous voyez que la culpabilité, elle est partout. Un sentiment d'injustice parce qu'il y a eu un enfant préféré, des privilèges, des meilleures conditions de vie, des facilités pour réussir, pour étudier, etc. Mais ça peut être aussi culpabilité par rapport à la beauté, l'intelligence, etc. Alors, dans les manifestations de la culpabilité, on peut trouver des brûlures, des coupures, des coups, des éraflures sur soi, des objets, sur la voiture, par exemple, et oui, parce que la voiture nous représente en tant que circulant dans la vie. Ça peut être sur le plan de l'accident, se blesser en tombant, là encore, accident de voiture, des collisions, etc. On pourra trouver la notion de perte, de faillite, perte d'objets, perte d'argent, être volé, cambriolé, etc. Dans les malaises, on va trouver des problématiques comme l'indigestion, la constipation, les maux de dos récurrents, etc. Et dans les maladies qui vont émerger sont souvent des maladies dégénératives. Voilà. Beaucoup de mal-être, des insomnies, de l'angoisse, des étourdissements, des vertiges, etc. Dans le chemin qu'on peut emprunter pour la culpabilité, il y a évidemment la prise de conscience toujours, c'est-à-dire dans le passé avoir eu le sentiment faux peut-être de avoir pensé si j'avais pu et si, parce que c'est ce que la personne qui est dans la culpabilité. Donc dans le présent, j'observe ce qui se passe et je me dis mais finalement de quoi est-ce que je suis vraiment coupable? Parce que est-ce que j'avais l'intention délibérée de faire du mal ou est-ce que je n'étais pas conscient? Parce que ça change tout, en fait. Je peux être responsable d'une conséquence, mais pas coupable. Mais dans la biologie, si je me sens coupable, la biologie, elle est coupable. Donc, du coup, les mots vont être à UX, les mots vont être en rapport. Il y a la notion d'acceptation, accepter que les autres aient à vivre certaines situations pour leur évolution, accepter qu'ils vivent ce qu'ils ont à vivre pour intégrer les leçons de la vie et donc apprendre le détachement. Et pour les culpabilités d'avoir déçu, il faut se rendre compte que ce sont les attentes de l'autre qui n'ont pas été réalisées, que c'est lui qui est déçu le plus souvent. Les culpabilités d'avoir reçu plus que les autres, on se rend compte qu'on n'a rien enlevé aux autres en fait. Il faut savoir ce qui est juste et pas dans la réalité. L'injustice finalement n'existe pas si on le regarde sous d'autres plans. On revoit aussi tout le chemin des croyances, des peurs qui se forgent avec un environnement, toujours pareil, et du coup on peut poser des actions qui vont être transformatrices, voire transmutatrices, que ce soit par le chemin thérapeutique ou par des rituels de dégagement s'il y a besoin liés à la généalogie.
Pour la peur, alors là, la peur, elle crée quoi? Une retenue. Une contraction de tout le corps, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et l'énergie, elle va circuler au ralenti. On hésite, on doute, on attend, on n'ose pas, on imagine, enfin, un malaise s'installe qui provoque des perturbations dans le fonctionnement du corps, et là on peut trouver des palpitations, des maux de tête, parce qu'on s'inquiète tellement de ce qui va arriver, ça prend le chou. On a mal aux jambes, on a peur d'avancer, on peut avoir une sciatique parce qu'on a peur de ce qui va arriver, on peut souffrir de constipation parce que ça fait mal au ventre, par peur de lâcher prise, on peut avoir mal au cou par peur de prendre une nouvelle direction, des problèmes de vue parce qu'on a peur de se voir dans une situation difficile, donc qui génère de l'anxiété, de l'angoisse, mais on sait que la peur le plus souvent est liée au passé. Et elle cause des malaises, des maladies, des phobies. Il y a une hiérarchie qui est phénoménale. Donc la peur, c'est peur de souffrir. La peur de souffrir, c'est la fuite d'une situation émotionnelle, le plus souvent que l'individu se croit incapable d'assumer. La fuite, c'est aussi l'étourdissement, l'évanouissement, la paralysie, l'angoisse, la nausée, enfin voilà. Et ce que l'individu souhaite fuir, le poursuit constamment. Fuir, bien sûr, n'est pas la solution. Dans les différentes peurs, on trouve la peur d'aimer, parce que aimer, ça fait souffrir. La peur de s'engager, souvenir où peut-être on s'est senti restreint dans sa liberté, on a été témoin d'un manque de liberté. La peur de perdre son emploi, de quitter celui qu'on aime plus que tout. La privation, qui est égale à la souffrance, quelque part. La peur de perdre quelqu'un qu'on aime. Et du coup, ça fait ressurgir des douleurs qui sont liées à la séparation. La solitude, l'abandon, la peur de mourir, qui est évidemment la peur fondamentale de l'humain. Il y a la peur de notre finitude, de l'illusion de la séparation comme un anéantissement, et puis bien sûr le développement de certaines protections à tout ça, qui seront la fuite, la séduction, l'adaptation, la réaction, les addictions, etc. Alors pour la peur, le meilleur antidote à la peur, c'est la confiance, mais c'est un vrai chemin. Donc pour certaines peurs, on peut faire face, pour d'autres, il faudra les apprivoiser, leur donner du sens. Il faudra tout reconstruire dans cette idée que le personnage a mis en place tellement de barrières. Pour d'autres, c'est le temps de s'en affranchir aussi. Il faut étudier les moyens les plus appropriés à chaque situation, chaque vécu, chaque histoire. Pour certains, penser positif, faire de la méditation, de l'autosuggestion, passer par l'imaginatif, l'interprétation des rêves suffira. Pour d'autres, faudra descendre dans un travail qui est beaucoup plus poussé, plus fourni, en généalogie par exemple. On peut être attentif à tout ce qui fait hésiter, ou ne pas dire pourquoi, voilà. Reconnaître qu'agir, c'est toujours faire un pas de plus, ne pas tenir compte toujours des opinions des autres, du coup ça veut dire quoi? Oser. Quand il y a de l'anxiété, de l'angoisse, des phobies, on va d'abord chercher de la pratique respiratoire pour oxygéner le cœur et détendre le plexus. On peut aller vers le massage, tout en alliant bien entendu toujours la thérapie pour donner du sens, et aller vers l'expression de la thérapie primale, comme je le propose moi par exemple, avec des stages qui sont dédiés, des stages de décharge, où dans le même temps on peut venir faire un soin réparateur et installer une programmation plus positive. Ensuite, il y a bien sûr la colère. La colère, elle fait référence à des sentiments parfois anciens, des expériences désagréables. On a pu se sentir abandonné, humilié, dénigré, incompris, abusé, non respecté, victime d'injustice. Parce que quand on parle de colère, on parle d'injustice. Et elle peut se traduire par plusieurs réactions qui vont être la critique, l'exaspération, la frustration, la rage. La colère est une émotion très toxique
je vous l'ai dit pour le corps, mais c'est aussi une émotion créative, parce qu'elle porte le ferment de la réparation de l'intégrité en soi, et elle signale que quelque chose n'a pas été juste, pas respecté. Dans les différentes réactions qui vont être extériorisées, de la colère, il y a les cris, il y a les pleurs, il y a les insultes, la violence verbale, physique, et puis il y a tout ce qui est intériorisé, refoulé, parce que quand on ne tourne pas la colère vers quelqu'un, on la tourne contre soi, et là c'est l'organisme qui assume les répercussions de cela. C'est très très important de ne pas aller jusque-là. Je vais vous donner le vécu de Bernard Tapie. Comment on gère la colère? Déjà, faut accepter qu'on soit en colère et de lui donner du sens. Dans le cycle métamorphose, j'ai établi une dizaine de profils de colère où forcément, quand on a maille à partir avec cette émotion, on reconnaît dans quel profil on est et pourquoi. Donc, on reconnaît l'émotion qui habite notre être et on l'admet. Donc, l'idée, c'est pas de la refouler, c'est de l'écouter, puisque elle nous signale que quelque chose n'est pas juste, d'accord? Vous vous rappelez? Donc la colère refoulée, elle donne naissance à des explosions de violence, parce qu'elle n'est pas écoutée. Donc souvent dans la colère, on voit la hiérarchie, injustice, frustration, agressivité, violence. Et on s'en prend pas aux autres pour les accuser. On cherche le sentiment, la raison, le vécu, la situation qui a donné naissance. D'accord? Et on va vers la compréhension de l'événement toujours. La thérapie est essentielle. Là, les techniques respiratoires, la nature, la méditation, bien entendu. Et puis enfin la honte. Et la honte, elle peut venir de différentes causes. Souvent, je dis, la honte et la culpabilité sont jumelles, elles sortent ensemble. La honte, elle peut venir de différentes causes, telles que honte de sa famille, de sa condition même, honte de sa légitimité d'enfant dans une famille, de l'attitude d'un parent ou d'un proche, honte parce qu'on a été ridiculisé, honte après une agression sexuelle, honte après un acte malveillant. On peut avoir honte de son corps, de ses réactions après coup, des conditions dans lesquelles je suis née si je suis un enfant illégitime, honte de mon attitude parfois ou de mes attirances sexuelles, outre le fait que je peux avoir honte parce que je suis sujet à une addiction comme l'alcool, la drogue, et ça m'enferme à chaque fois un petit peu plus. Je peux avoir honte de ma condition physico-sociale, honte de mon aspect parce que j'ai des boutons, j'ai de l'acné sur le visage, que j'ai de la rosacée, des choses qui se voient. J'en ai honte. J'ai honte parce que, par exemple, je sais pas, j'ai un logement plus que modeste, ou à l'opposé, j'ai un logement luxueux et je m'en veux parce que ça se voit trop. Et je ne suis pas à l'aise, je ne l'assume pas. Je peux être honteux parce que humilié, ridiculisé. Je peux, enfin, vous voyez, la honte, elle est liée très souvent à la culpabilité. Et comment on avance avec ça? On prend conscience pour dédramatiser, d'accord? Parce que si on ne libère pas le tabou qui est responsable de ça, on ne peut pas reprendre sa dignité. Donc on comprend ce qui a besoin d'être dépassé. Pardonner, c'est se respecter, c'est se faire respecter. Dépasser la peur de ne pas être aimé, par exemple. Comprendre les projections que les autres font sur nous. Confier à une personne de confiance, bien sûr, ses secrets lourds à porter. La libération du sentiment de culpabilité qui accompagne la honte. Se pardonner, s'accepter, voir des notions d'évolution. Des notions d'évolution, faire face aux situations de honte au lieu de les fuir,
Ça paraît logique, mais c'est très difficile, hein, bien entendu. Donc c'est du pas à pas. On se donne le droit d'être ce qu'on est, parce qu'on n'est pas parfait. Ok? Et tant mieux, c'est parfait. On se détache de ce que les autres peuvent dire. Pensez, voir en nous regardant. Osons être ce que nous sommes, parfait ou pas parfait, encore une fois. Prendre conscience que nos réactions sont en résonance avec une émotion, avec une mémoire émotionnelle qui elle-même est reliée à un vécu, par exemple. Voilà, donc on regarde le facteur qui a causé la rupture de l'harmonie en nous, qui a engendré la souffrance morale ou physique. Et finalement, on prend conscience de cette attitude qui est responsable. On va vers la libération de l'émotion, et là, verrez, ces émotions de colère, de peur ou de honte sont cruciales pour ne pas laisser l'engramme émotionnel faire le chemin de la maladie dans le corps. Hein, voilà. Donc, je pourrais vous dire que en allant vers un chemin de transformation, de transmutation, en fait, de la compréhension de ce qui s'est passé, de comment, etc., on peut cheminer à rétablir un certain équilibre, une certaine harmonie en soi. Je ne dis pas que ça se fait d'un coup de baguette. Il faut beaucoup de courage pour introspecter son monde, sa terre intérieure, reconnaître les dommages, reconnaître aussi à qui on le doit, parce que c'est le b.a.-ba. Si on ne veut pas reconnaître que c'est à cause d'eux, je peux pas dire après c'est grâce à, évidemment. D'accord? Voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous partager tout ça parce que pour moi c'est hyper important que vous fassiez le lien avec ce que vous ressentez dans votre corps. Je vois tous les jours, j'entends tous les jours des personnes qui souffrent. Et ça a été mon cas, mais je ne me suis pas enfermée dans les propositions de la douleur, de la souffrance. J'ai cherché la voie de la vie, de l'amour, pour me rappeler que j'étais en fait juste un petit amour venu éclairer ici. Et donc, vous l'êtes tout autant. Chacun, c'est ce que je dis souvent à mes stagiaires, vous êtes un petit amour, un petit soleil. Vous êtes un enfant soleil. Et il s'abrite en chacun de vous. Il faut juste retrouver le chemin. Dans toutes mes propositions, il y a cette part émotionnelle prépondérante parce que pour moi, elle guide nos chemins. Elle guide notre voie d'épanouissement. Voilà, que ce soit en constellation, que ce soit dans Métamorphose dont je vous parlais, les stages ou les retraites au Maroc, que ce soit mes soins de guérison d'âme, peu importe ce que vous aurez envie d'aller chercher ou de cheminer avec moi, il y aura toujours cela parce que je crois que nos émotions sont des alliés et elles sont des alliés pour la vie même. Voilà. Allez, je vous souhaite un joli dimanche. Prenez soin de vous et soyez à l'écoute. Voilà. Et donnez du sens. D'accord? Je vous dis à tout bientôt et bien sûr, avec tout mon amour.